Je révélerai une vérité si troublante que la plupart refuseront de l'accepter même après que toutes les preuves aient été présentées, car elle menace tout le fondement sur lequel vous avez construit un sentiment d'existence. Ce que vous appelez soi et que vous défendez si farouchement, cet ensemble de préférences, d'opinions et de souvenirs qui, selon vous, définissent qui vous êtes, n'a aucune substance réelle ni véritable continuité, mais n'est qu'un modèle temporaire d'énergie et d'informations en constante évolution que l'esprit interprète à tort comme une entité fixe et séparée. Je m'appelle Elena Blavatsky, et les enseignements théosophiques les plus radicaux révèlent que ce que vous expérimentez en tant que vous n'est pas une chose singulière, mais un processus, un flux continu d'impressions sensorielles, de réactions émotionnelles, de pensées mentales, qui apparaissent et disparaissent d'instant en instant sans noyau permanent, et l'illusion de continuité vient uniquement de la mémoire qui relie des moments discrets en un faux récit d'identité persistante. Quand je dis qu'ils ne sont pas ceux qu'ils pensent être, je veux dire littéralement qu'il n'y a pas de vous fixe et substantiel dans la forme qu'ils assument naturellement. Il n'y a qu'une conscience pure, temporairement identifiée, avec le modèle particulier de phénomène qu'elle appelle « ma vie », mais qui en réalité n'appartient à personne, parce qu'il n'y a pas de propriétaire séparé, juste le processus d'expérience qui se produit sans aucun expérimentateur permanent derrière lui. Permettez-moi de commencer par démolir l'illusion la plus fondamentale et la plus persistante, la croyance selon laquelle il existe un « vous » continu qui persiste de la naissance à la mort. Examinez cela attentivement à travers une expérience directe plutôt que de simplement accepter des hypothèses culturelles. Le pan de vous d'aujourd'hui est-il le même que le vous d'il y a 10 ans? Le corps est complètement différent. Chaque cellule a été remplacée plusieurs fois. Il n'y a littéralement aucune molécule partagée entre le corps d'aujourd'hui et celui d'il y a 10 ans. Les émotions et les désirs ont radicalement changé. Ce qu'ils aimaient à l'époque peut maintenant susciter l'indifférence. Ce qu'ils craignaient peut ne provoquer aucune réaction. Les opinions et les croyances se sont probablement inversées dans de nombreux domaines. Ce qu'ils croyaient être la vérité absolue s'est avéré faux. Ce qu'ils rejetaient, ils l'adoptent désormais. Les souvenirs sont sélectifs, déformés, constamment réécrits à chaque fois qu'ils sont rappelés. Ils ne constituent donc pas un enregistrement fiable du passé réel. Alors, où est exactement ce « vous » qui est censé être resté malgré tous ces changements? Lorsqu'ils regardent honnêtement, ils ne trouvent rien de substantiel, juste l'hypothèse non examinée selon laquelle il doit y avoir une continuité, parce que l'esprit ne peut concevoir l'existence sans identité fixe. Mais les suppositions ne prouvent pas la réalité. Il s'agit simplement d'une habitude mentale conditionnée. Observez maintenant le moment présent avec une attention nue, sans filtre d'interprétation conceptuelle. À l'heure actuelle, qu'y a-t-il réellement? Il y a des sensations corporelles, peut-être une pression corporelle sur une chaise, peut-être une tension dans les épaules, peut-être un battement de cœur. Il existe des perceptions sensorielles, des formes et des couleurs dans le champ visuel, des sons dans l'environnement, peut-être des goûts ou des arômes. Des pensées surgissent, peut-être un commentaire mental sur ce qu'ils lisent, peut-être une planification pour l'avenir, peut-être un souvenir du passé. Il y a des émotions ou des humeurs, peut-être de la curiosité, peut-être du scepticisme, peut-être de l'ennui. Mais où est vous dans cette expérience directe? Il désigne le corps, mais le corps n'est qu'un ensemble de sensations en constante évolution. Il désigne des pensées, mais celles-ci vont et viennent sans contrôle volontaire. Ils ne choisissent pas quelle pensée vient ensuite. Il désigne des sentiments, mais les émotions vont et viennent comme la météo. Il n'y a pas de « vous » permanent qui les possède. Ainsi, ce « je » qu'ils assument si naturellement est introuvable lorsqu'ils le recherchent directement. C'est juste un concept mental, une étiquette appliquée à un processus fluide d'expérience pour créer une illusion artificielle de continuité et de contrôle. De l'illusion d'être celui qui pense et choisit ses actions. Observez l'expérience de pensée directe qui surgit. Existe-t-il un contrôle conscient sur la pensée qui apparaît ensuite? Pouvez-vous décider maintenant de ne pas penser aux éléphants roses? Ils ont déjà échoué parce que, pour décider de ne pas penser à quelque chose, ils doivent d'abord y penser. Les pensées apparaissent simplement dans la conscience à partir d'un endroit inconnu. Il n'y a pas de « vous » qui les génère volontairement. Ils peuvent dire « mais je peux délibérément diriger la pensée. Je peux choisir de réfléchir sur un sujet spécifique. Mais d'où vient l'impulsion de diriger la pensée? D'après une pensée précédente suggérant cela. Et d'où vient cette pensée? Des conditions causales, souvenirs, stimuli externes, états internes, dont vous ne contrôliez aucune. Chaque chaîne de causalité remonte indéfiniment sans jamais trouver le point où vous, en tant qu'agent libre et indépendant, avez inséré un choix sans cause. La même analyse s'applique aux actions.
Elle semble décider de faire quelque chose, mais la décision elle-même est le résultat de préférences qui n'ont pas été choisies, de croyances conditionnées, d'impulsions qui sont apparues automatiquement. Il n'y a pas d'homoncule central qui fait des choix. Il n'y a qu'un processus de causalité et les faits se déroulent. La pensée « j'ai décidé » apparaissant plus tard comme une interprétation rétroactive et non comme une cause réelle. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement s'il n'y a pas de vous substantiel. Dans les enseignements occultes, nous comprenons qu'il existe une conscience universelle, un pur champ de conscience qui est le substrat de toute existence manifestée. Cette conscience n'est pas une chose, ni un quelque part, mais elle est littéralement ce qui permet à toute chose d'être connue ou vécue. Au sein de cette conscience universelle, des modèles d'activité temporaire apparaissent tout comme des vagues déferlant dans un océan. Chaque vague a une forme particulière, un mouvement particulier, apparaît distincte des autres vagues, mais n'est pas séparée de l'océan. C'est simplement l'océan qui prend temporairement une forme particulière. De même, ce qu'ils appellent « vous » est un modèle temporaire d'activité dans la conscience universelle, une constellation spécifique de souvenirs, de tendances, de conditionnements, apparaissant à un moment particulier dans l'espace-temps, persistant pendant un certain temps à travers l'élan causal, pour finalement se dissoudre dans la conscience universelle lorsque les conditions qui soutenaient ce modèle se dispersent. Tant que le modèle persiste, il existe une expérience subjective d'être quelqu'un. Cela m'arrive, mais cette expérience de séparation est une illusion créée par la structure du modèle elle-même. Elle n'indique pas l'existence réelle d'une entité séparée et indépendante. Permettez-moi de donner une analogie plus précise. Imaginez un tourbillon se formant dans une rivière. Le bain à remous a une forme distincte, un mouvement particulier. On pourrait dire qu'il a une identité temporaire. Mais un bain à remous n'est pas quelque chose de distinct d'une rivière. C'est simplement l'eau d'une rivière qui se déplace selon un schéma particulier. Tant que les conditions maintiennent la tendance, le tourbillon persiste. Lorsque les conditions changent, le modèle se dissout et l'eau qui tourbillonnait continue de couler dans le cadre de la rivière. Il n'y a pas eu de mort du tourbillon, car le tourbillon n'a jamais été une entité distincte qui pouvait mourir. C'était juste un motif temporaire dans un milieu continu. Exactement ainsi, vous êtes un tourbillon temporaire dans un fleuve de conscience universelle. Le sentiment d'être quelqu'un de séparé est réel en tant qu'expérience, mais faux en tant que description de la réalité fondamentale. Et quand il y a une reconnaissance directe de cela, non pas comme un concept intellectuel, mais comme une perception vécue, toute peur et toute anxiété fondée sur une autoprotection séparée s'évaporent parce qu'il voit qu'il n'y a jamais eu de soi séparé à protéger, seulement un modèle temporaire qui surgira et passera selon les conditions, et la vraie nature en tant que conscience universelle n'est jamais née et ne mourra jamais. Pourquoi cette vérité est si difficile à accepter et pourquoi l'esprit y résiste farouchement? Le modèle qui s'identifie au « vous » a été conditionné tout au long de la vie. Littéralement chaque interaction sociale, chaque utilisation du langage, chaque expérience d'être traité comme un individu distinct a renforcé la croyance en une identité distincte. Lorsque cette croyance fondamentale s'est remise en question, l'esprit est confronté à une menace existentielle car toute la structure de la façon dont il organise l'expérience est basée sur la distinction entre le « soi » et le « non-soi ». Il y aura donc une énorme résistance sous forme d'argumentation intellectuelle, de confusion émotionnelle, voire de peur ou de colère. L'esprit dira « Mais évidemment j'existe, je suis là en train de vivre ça ». Personne ne nie qu'une expérience se produit. Ce qui est remis en question est l'interprétation selon laquelle il existe un expérimentateur permanent et séparé ayant une expérience. Il y a une expérience, mais pas d'expérimentateur substantiel. Il y a une réflexion, mais pas de penseur permanent. Il y a du sentiment, mais pas de sentiment fixe. La distinction est subtile, mais absolument cruciale. Confondre un processus avec une entité qui réalise un processus est une erreur fondamentale qui crée toute souffrance. Parlons maintenant des implications pratiques de la reconnaissance, du fait que vous n'êtes pas une entité distincte et permanente. La première et la plus évidente est la dissolution complète de la peur de la mort. S'il n'y a pas de « vous » substantiel, qu'est-ce qui mourrait? Le corps mourra, l'ensemble des cellules cessera de fonctionner de manière coordonnée et reviendra aux éléments. Un modèle particulier de souvenirs et de tendances se dissoudra à mesure que les structures neuronales qui le retenaient se désintégreront. Mais la conscience, qui est la vraie nature, n'est pas affectée par la dissolution d'une manière particulière, tout comme l'océan n'est pas affecté par la dissolution d'une vague particulière. Lorsqu'il y a une reconnaissance viscérale de cela, la peur de la mort, qui est à la base de presque toute anxiété et tout comportement défensif, disparaît tout simplement parce qu'il voit
que ce qu'ils sont réellement n'a jamais été en danger. La deuxième implication est la fin de l'importance et de l'offense. S'il n'y a pas de « je » permanent, alors quand quelqu'un critique ou insulte, qui est attaqué? Juste un modèle temporaire, juste un concept mental, juste une image créée par l'esprit. Il n'y a pas de noyau substantiel susceptible d'être blessé. Il est donc possible de réagir de manière appropriée à un comportement préjudiciable sans être personnellement dévasté ou offensé. La troisième implication, c'est la dissolution de la comparaison et de la compétition constante qui crée tant de souffrance. Lorsqu'il y a croyance en un soi séparé, il y a inévitablement une comparaison. Je vais mieux ou pire que les autres. Dans diverses dimensions, je réussis plus ou moins, je suis plus ou moins attirant, intelligent, spirituel. Toute cette comparaison crée des hiérarchies mentales et une souffrance constante d'être mal positionné, de perdre sa position ou de ne pas atteindre la position souhaitée. Mais lorsqu'on constate qu'il n'existe pas de soi substantiel qui soit meilleur ou pire, la comparaison n'a plus de sens. Il n'existe que différents modèles temporaires surgissant en fonction des conditions, aucun n'étant intrinsèquement supérieur à un autre, tous également transitoires et vides de leur propre existence séparée. La quatrième implication est la fin de l'attachement et de l'aversion névrotique. L'attachement vient du fait de croire que le bonheur personnel dépend de l'obtention et du maintien de certaines choses. L'aversion vient du fait de croire que « je » sera endommagé en faisant l'expérience de certaines choses. Lorsqu'il n'y a pas de « soi » substantiel, les fondements de l'attachement et de l'aversion s'effondrent. Il peut y avoir des préférences naturelles sans attachement névrotique. Il peut y avoir un évitement sain du mal sans aversion pathologique. À propos de pratiques spécifiques pour vérifier directement qu'il n'existe pas de soi substantiel, plutôt que de simplement l'accepter comme un concept philosophique. La première pratique fondamentale est la méditation purement observationnelle, où vous vous asseyez tranquillement et observez simplement ce qui se produit. Sensations, perceptions, pensées, émotions, sans essayer de contrôler ou de changer quoi que ce soit, simplement en le remarquant. En faisant cela de manière cohérente, vous finirez par reconnaître directement que tout ce qui surgit n'est qu'un objet apparaissant dans le champ de conscience. Il n'y a pas d'observateur séparé, juste le processus d'observation. Lorsque la pensée « j'observe » surgit, il s'agit également d'un simple objet observé, et non d'un véritable observateur. Continuez à observer jusqu'à ce que la reconnaissance viscérale se produise. Personne ne fait d'observation. Il y a juste une observation qui se produit sans agent distinct. La deuxième pratique est une enquête directe en se demandant « où est le soi ?» Non pas comme une question rhétorique, mais comme une véritable enquête expérientielle. Quand une impulsion surgit, dites « je veux manger quelque chose de sucré », arrêtez-vous et cherchez ce « je » qui est censé le vouloir. N'acceptez pas de réponse conceptuelle. Recherchez l'expérience directe. Où est ce moi? Pensez-vous « je veux » Mais la pensée n'est qu'un objet transitoire qui surgit et disparaît. Ressentez-vous du désir dans votre corps? Mais le corps n'est qu'un ensemble de sensations changeantes. Est-ce dans un centre derrière ou au-dessus des pensées et des sensations qui coordonnent tout? Quand vous cherchez honnêtement, vous ne trouvez pas un tel centre. Il n'y a qu'un flux de phénomènes sans centre permanent. Cette recherche directe et répétée du soi, qui n'est jamais trouvé, finit par briser l'hypothèse automatique selon laquelle il existe. La troisième pratique consiste à remarquer la discontinuité de l'expérience plutôt que de supposer une continuité. La plupart supposent qu'il existe un flux continu de conscience du réveil au sommeil, mais cela ne correspond pas à l'expérience réelle. Il y a constamment des intervalles où la conscience disparaît et revient, des moments où nous étions complètement absorbés par une activité sans aucun sens de soi, des moments de transition entre des états où règne un oubli complet, chaque période de sommeil profond où il n'y a aucun sentiment d'existence individuelle. Ce qui crée l'illusion de continuité, c'est simplement la mémoire reliant des points discrets de conscience dans un flux continu de faux récits. Lorsque vous commencez à remarquer directement ces lacunes, vous reconnaissez que vous n'existez pas continuellement, mais que vous vacillez constamment, ce qui contredit complètement la notion de soi permanent. À propos de la relation entre cet enseignement et l'enseignement bouddhiste de l'anatman ou du non-soi, la tradition bouddhiste enseigne exactement la même vérité à travers l'analyse des 5 agrégats ou skandhas, forme, sensation, perception, formation mentale, conscience, montrant que chacun est impermanent, insatisfaisant et vide de soi, et ne peut donc pas être « je » ou « bien ». Lorsque les 5 agrégats sont examinés, et qu'aucun ne contient un soi substantiel, et lorsqu'il est reconnu qu'il n'y a rien au-delà de ces 5 agrégats qui pourrait être le soi, la conclusion inévitable est que le soi est une construction mentale sans réalité correspondante. La théosophie apporte une perspective légèrement différente mais complémentaire,
mettant l'accent sur la conscience universelle comme substrat réel plutôt que de se concentrer uniquement sur le vide du soi construit, mais les deux traditions pointent vers la même réalisation fondamentale. Ce qu'elles appellent « soi » est une illusion temporaire et non une réalité permanente. Permettez-moi d'aborder la confusion courante. S'il n'y a pas de soi, qui vit tout cela, c'est un piège linguistique subtil. La question suppose qu'il doit y avoir un expérimentateur distinct de l'expérience, mais c'est précisément l'hypothèse qui est remise en question. Il n'y a pas d'expérimentateur séparé de l'expérience. Il n'y a que l'expérience. Tout comme il n'y a pas de pluie séparée qui provoque la pluie, il n'y a que de la pluie qui tombe. Il n'y a pas d'expérience de soi séparée, il n'y a que des expériences qui surgissent dans la conscience. Le langage force l'utilisation du sujet et de l'objet. Je vois un arbre, mais la réalité directe consiste simplement à voir un arbre se produire, si c'est le cas. M pilote séparé requis. Il s'agit d'une limitation du langage basée sur la dualité sujet-objet, et non d'une description de ce à quoi ressemble réellement l'expérience lorsqu'elle est examinée directement. De la peur qu'auront certains, s'il n'y a pas de vrai soi, alors rien n'a d'importance, et je peux agir sans responsabilité. C'est un malentendu complet. Reconnaître qu'il n'existe pas de soi permanent et séparé ne signifie pas que les actions n'ont aucune conséquence, ou que la souffrance n'est pas réelle. Cela signifie que la souffrance et le bonheur n'arrivent pas à une entité permanente, mais sont simplement des états transitoires apparaissant et passant dans le champ de conscience. Et surtout, lorsque vous reconnaissez qu'il n'y a pas de véritable séparation entre vous et que les autres, parce que tous sont des modèles temporaires dans la même conscience universelle, causer de la souffrance à un autre revient littéralement à causer de la souffrance dans la conscience qui est votre vraie nature. Par conséquent, un comportement éthique devient naturel, non pas parce qu'il existe des règles externes à suivre, mais parce qu'elles reconnaissent l'unité fondamentale. Parlons maintenant de l'aspect encore plus radical de cet enseignement, qui révèle à quel point l'expérience de soi séparée est profondément conditionnée. Même le sentiment d'être situé dans un point particulier de l'espace, je suis ici, à l'intérieur de ce corps, regardant vers l'extérieur, est une construction mentale et non une réalité fondamentale. Lorsqu'ils enquêtent directement sur l'expérience d'être localisé, où se trouve-t-il exactement? Ils disent « je suis dans la tête derrière les yeux », mais quand ils regardent, ils n'y trouvent pas d'observateur, il y a juste des perceptions qui surgissent sans emplacement spécifique de l'observateur. Ils pourraient également dire qu'ils sont dans la main, dans la poitrine ou nulle part. Le sentiment d'être à l'intérieur et à regarder vers l'extérieur n'est qu'un modèle d'interprétation que l'esprit impose à l'expérience brute, ce n'est pas une caractéristique inhérente à ce qu'est réellement l'expérience. Et lorsque ce modèle est vu à travers, il peut y avoir une ouverture radicale où les frontières entre l'intérieur et l'extérieur se dissolvent et il n'y a plus qu'un champ d'expérience unifié sans centre ni périphérie clairement défini. Sur la façon dont le langage perpétue et renforce l'illusion d'un moi séparé d'une manière si subtile qu'elle passe inaperçue. Chaque fois que vous dites « je pense »,« je ressens »,« je veux », vous supposez linguistiquement qu'il existe un « je » distinct qui fait ces actions. Mais lorsqu'ils regardent directement, ils ne font que penser, ressentir, vouloir. Ajouter « je » est une interprétation supplémentaire qui n'est pas nécessaire pour décrire ce qui se passe réellement. Une expérience intéressante consiste à essayer de décrire l'expérience sans utiliser le « je » ou le « mon ». Vous découvrez rapidement à quel point c'est difficile et à quel point le langage est profondément structuré autour de l'hypothèse d'un soi séparé. Mais avec de la pratique, ils peuvent développer une façon de parler qui reflète plus directement la réalité. Au lieu de « je suis anxieux » en disant « il y a de l'anxiété », au lieu de « j'ai décidé de faire ceci » en disant « j'ai décidé de faire ceci ». Ces reformulations peuvent paraître étranges au premier abord, mais elles constituent des descriptions plus précises d'une expérience directe non filtrée par un concept distinct du soi. Permettez-moi de donner des exemples pratiques de la façon dont la vie change lorsqu'il y a une reconnaissance vécue de l'absence de soi substantiel. Premier exemple. Ils se disputent avec quelqu'un qui insiste sur le fait qu'ils ont tort sur quelque chose. Habituellement, il y a une identification complète avec la position et l'opinion. J'ai raison, ils ont tort. Je dois défendre ma position. Cette identification crée une contraction, une attitude défensive et une intensification du conflit. Mais quand on reconnaît qu'il n'y a pas de soi substantiel, il y a simplement des perspectives différentes résultant de conditionnements différents, sans véritable propriété de quelqu'un. Il peut y avoir un engagement dans une discussion sans identification personnelle, il peut y avoir un changement de perspective lorsque des preuves sont présentées sans le sentiment que le « je » est vaincu,
Il peut y avoir un accord sur un désaccord sans ressentiment parce qu'il n'y a pas de « je » qui doit avoir raison pour valider l'existence. Deuxième exemple, ils connaissent un échec significatif dans une entreprise importante. Normalement, l'identification au résultat crée une souffrance intense. J'ai échoué, je suis un échec, cela définit ma valeur. Mais lorsqu'ils reconnaissent qu'il n'existe pas de soi substantiel pouvant être défini par un résultat, l'échec est simplement un événement qui s'est produit, une information sur ce qui n'a pas fonctionné, sans porter le poids existentiel de la définition de l'identité. Il peut y avoir une tristesse ou une déception naturelle sans effondrement du sentiment d'estime de soi, car la valeur n'était pas basée sur un résultat temporaire, mais sur la reconnaissance d'une conscience qui transcende tous les résultats. Troisième exemple, ils reçoivent des éloges et une reconnaissance sincère pour quelque chose de bien fait. Habituellement, il y a une inflation de l'ego. Je suis spécial, je l'ai mérité, cela prouve ma valeur. Ou bien il y a une fausse déviation, ce n'était rien, tout en se réjouissant secrètement de la reconnaissance. Mais lorsqu'il y a conscience de l'absence de soi substantiel, la reconnaissance est simplement reçue, sans gonflement ni déviation. Oui, une action habile a eu lieu à travers cet organisme dans les conditions permises, sans revendiquer un crédit personnel ou nier les faits. Que quelque chose de positif s'est produit. Il y a de la simplicité et de la direction sans drame de l'ego. À propos de l'erreur courante consistant à interpréter l'enseignement sur le non-soi comme du nihilisme ou un déni de l'expérience. Certains entendent dire qu'il n'y a pas de soi permanent et concluent à tort que rien n'a d'importance, que la vie n'a aucun sens, qu'ils peuvent agir de manière destructrice sans conséquence. C'est une distorsion complète. L'absence de soi permanent ne signifie pas l'absence d'expérience. La souffrance est réelle en tant qu'expérience, même si elle n'arrive pas au soi permanent. La compassion devient de plus en plus importante lorsque nous reconnaissons que tout le monde est aux prises avec la même confusion fondamentale d'identification de modèles temporaires et de pensée d'être un soi séparé. L'éthique devient plus raffinée, et non plus détendue, lorsqu'elle constate que les actions ont des conséquences réelles, même en l'absence d'acteurs permanents. Le sens ne vient pas du fait d'avoir un soi permanent, mais de la reconnaissance de l'interdépendance profonde de tout et de la participation consciente et compatissante au déroulement de la vie. Parlons maintenant de la relation entre cet enseignement et le concept théosophique de réincarnation, qui, à première vue, peut sembler contradictoire. S'il n'y a pas de soi permanent, qu'est-ce qui se réincarne ? La réponse nécessite une distinction minutieuse entre les niveaux. Au niveau de la personnalité, cet ensemble particulier de corps, d'émotions, de souvenirs, de caractéristiques, il n'y a vraiment rien de permanent qui continue après la mort. La personnalité spécifique se dissout complètement, mais il existe un schéma causal plus profond, un ensemble de tendances, un karma non résolu, un élan évolutif, qui persiste et se manifeste dans une nouvelle personnalité au cours d'une vie ultérieure. Ce n'est pas une entité transmigratrice fixe. Le masse est un flux de causalité continue, semblable à la façon dont la flamme d'une bougie peut allumer une autre bougie. Il n'y a pas de substance passant d'une bougie à l'autre, mais il y a une continuité du processus. Par conséquent, la réincarnation ne contredit pas le non-soi, mais est mieux comprise dans le cadre du non-soi, comme la continuation d'un processus causal, plutôt que comme une migration substantielle de l'âme. Sur le développement progressif de la non-reconnaissance de soi par la pratique. Il ne s'agit généralement pas d'une réalisation soudaine et permanente, mais d'un dévoilement progressif à travers des couches d'identification. Au début, ils peuvent avoir des aperçus intellectuels. Ah, il n'y a vraiment pas de soi quand je regarde directement. Ensuite, il y a des aperçus expérientiels pendant la méditation, où il y a temporairement une présence, sans le sentiment d'être quelqu'un. Mais ils reviennent rapidement à une identification normale. Avec une pratique continue, les périodes de non-identification deviennent plus fréquentes et plus stables. Finalement, il y a un changement fondamental, où la reconnaissance du non-soi devient la base du fonctionnement plutôt que des aperçus occasionnels, même si cela s'approfondit au fil des années de maturation. Ne vous attendez pas à une perfection immédiate, et ne vous laissez pas décourager par des retours à l'identification. Il s'agit d'un processus graduel de schéma de déconditionnement établi au cours d'une vie. À propos des signes de progrès réels par rapport à une simple conceptualisation intellectuelle du non-soi. La compréhension intellectuelle dira « je comprends qu'il n'y a pas de soi », mais le comportement reste fondamentalement inchangé. Il y a toujours de l'offense lorsqu'on est critiqué, il y a toujours de la compétition et de la comparaison, il y a toujours de la peur de la mort. Une véritable reconnaissance se manifeste par des changements de comportement concrets. Moins de réactivité émotionnelle aux critiques et aux éloges, diminution du besoin de validation externe, plus grande facilité à admettre ses erreurs sans avoir le sentiment que son identité est menacée.
compassion spontanée pour les autres, reconnaissant la lutte partagée, réduction spectaculaire de l'anxiété face à l'avenir et des ruminations sur le passé parce qu'il n'y a pas de soi permanent qui ait besoin d'être protégé au fil du temps. Ce sont des indicateurs fiables que l'enseignement a pénétré au-delà du niveau intellectuel jusqu'à la transformation vécue. Permettez-moi d'aborder la question de savoir quel est le lien entre les pratiques de développement de la vertu et la non-reconnaissance de soi. Certains pourraient ne penser, s'il n'y a pas de soi à améliorer, pourquoi développer des vertus? Mais le développement des vertus ne consiste pas à s'améliorer, mais à éliminer les obscurcissements qui empêchent la reconnaissance de la vraie nature. Chaque fois que vous pratiquez la patience, au lieu de réagir avec colère, vous affaiblissez votre modèle d'identification aux émotions réactives. Chaque fois que vous pratiquez la générosité plutôt que la cupidité, vous libérez la croyance que le bonheur dépend de l'accumulation pour le soi séparé. Chaque fois qu'ils pratiquent l'honnêteté au lieu de mentir pour protéger leur image, ils dissolvent leur investissement dans le maintien d'un moi fabriqué. Par conséquent, les vertus ne sont pas des ornements du soi, mais sont des processus actifs visant à défaire la construction du soi. Enfin, sur la relation entre la reconnaissance du non-soi et la liberté ultime que soulignent tous les enseignements spirituels. Bien qu'il y ait identification avec un soi séparé, il existe une souffrance inhérente parce que le soi séparé est par définition limité, vulnérable, sujet à un changement involontaire et à une éventuelle dissolution. Il n'existe aucun moyen de rendre le soi séparé sûr ou heureux en permanence, car sa structure même garantit l'insécurité et l'insatisfaction. Mais quand il y a, en reconnaissant directement qu'il n'y a jamais eu de soi séparé, que ce que vous êtes réellement est une conscience universelle se manifestant temporairement sous la forme d'un modèle particulier, le fondement entier de la souffrance s'effondre. Il n'y a personne d'autre qui souffre, juste des expériences qui surgissent et se transmettent dans le champ de conscience. Il n'y a plus de peur fondamentale, car celui que vous êtes réellement n'a jamais été en danger. Il n'y a plus de recherche incessante parce que ce qu'il recherchait, la plénitude, la paix, l'amour inconditionnel, sont des caractéristiques de la conscience universelle dont la véritable nature a toujours été obscurcie par une identification erronée à un standard limité. C'est la libération que Bouddha a enseignée, que le Vedanta souligne, que tous les mystiques de toutes les traditions ont atteinte. Ce n'est pas l'acquisition de quelque chose de nouveau, mais c'est la reconnaissance de ce qui a toujours été vrai, mais qui était caché par des couches d'identification conditionnées. Le dernier défi que je propose est donc le suivant. Ne pas accepter ou rejeter cet enseignement basé sur l'autorité ou le confort ou l'inconfort qu'il crée. Enquêtez directement à travers votre propre expérience. Recherchez ce moi dont vous supposez qu'il existe. Où est-il lorsque vous le regardez en toute honnêteté? Observez le processus de pensée et d'action. Y a-t-il vraiment un agent distinct qui le fait, ou simplement un processus qui se déroule selon les conditions? Remarquez la discontinuité de la conscience. Y a-t-il vraiment un flux continu de vous, ou y a-t-il des lacunes constantes reliées uniquement par la mémoire? Et surtout, observez la souffrance dans sa propre vie et la remontée à l'identification avec un soi séparé. Toute peur, tout attachement, toute aversion, toute offense, tout conflit ne viennent-ils pas de la protection et de la promotion du soi qui enquête directement et ne révèle aucune existence substantielle? Cette enquête n'est pas un exercice intellectuel, mais constitue le questionnement expérientiel direct le plus radical que vous puissiez faire. Et lorsqu'elle est prise assez profondément avec une honnêteté implacable, elle révèle une vérité qui libère complètement. Vous n'êtes pas celui que vous pensez être parce qu'il n'y a pas de vous dans la forme que vous assumez. Il n'y a que la conscience universelle qui danse temporairement dans la forme particulière appelée votre vie. Et lorsque cela est viscéralement reconnu, toute souffrance basée sur une autoprotection illusoire se dissout, ne laissant que la paix et la liberté, qui sont votre nature originelle et toujours présente. Et le dernier mot sur l'ampleur de cette prise de conscience, lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'une compréhension intellectuelle, mais d'une reconnaissance vécue, incarnée dans chaque respiration. Il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit d'une mort complète de tout ce qu'il pensait être et d'une naissance dans une réalité infiniment plus vaste et plus libre qu'un esprit limité aurait pu imaginer. Lorsque l'identification avec un soi séparé se dissout véritablement, il n'y a pas de perte, car il n'y a jamais rien de réel à perdre. Il n'y a que la reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. Et dans cette reconnaissance, il y a une paix qui transcende complètement les circonstances, parce qu'elle ne dépend d'aucune manière de quelque chose d'extérieur. Il existe un amour qui ne se limite pas à des personnes spécifiques, car il reconnaît chacun comme l'expression de la même conscience universelle. Il y a une compassion qui découle naturellement du fait que tout le monde souffre de la même confusion fondamentale.
Il existe une liberté qui ne peut pas être touchée par le changement, car qui vous êtes vraiment ne change jamais. Ce n'est pas une promesse d'un avenir lointain, mais c'est une possibilité présente maintenant. S'il y a une volonté d'abandonner complètement l'identification avec ce que vous n'avez jamais été, et de reconnaître ce que vous êtes toujours. Une conscience pure, vide de soi, mais pleine d'un potentiel infini. Sans forme, mais prenant toutes les formes, sans naissance et sans mort, sans limitation, mais jouant dans une limitation temporaire, sans besoin, mais exprimant une créativité infinie, sans souffrance inhérente, mais participant avec compassion à la libération de tous les êtres de la confusion qui crée la souffrance. Puisse-t-il avoir le courage d'enquêter radicalement? Puisse-t-il avoir l'honnêteté de reconnaître ce que révèle l'enquête? Et puisse-t-il avoir la grâce de libérer en toute liberté le fait que leur héritage naturel a toujours été obscurci simplement par le fait de ne pas savoir qui ils ne sont pas réellement? Et comprenez que cette voie de non-reconnaissance de soi n'est pas destinée aux faibles, ni à ceux qui recherchent un réconfort spirituel. Elle s'adresse à ceux qui sont assez courageux pour affronter la vérité nue, même si elle démantèle complètement la structure de la façon dont ils pensaient que la réalité fonctionnait. La plupart préfèrent croire qu'ils constituent un moi séparé, même si cette croyance provoque d'énormes souffrances, car au moins elle est familière et donne un sentiment de contrôle et de continuité. Exiger d'abandonner cette illusion fondamentale, c'est demander plus que ce que la plupart sont prêts à donner. Mais pour les rares personnes qui valorisent la vérité plutôt que le confort, qui valorisent la liberté plutôt que la sécurité des croyances familières, qui sont prêts à mourir pour tout ce qu'ils pensaient être pour découvrir qui ils sont vraiment, cet enseignement est la clé principale qui ouvre la porte à la libération complète de toute souffrance inutile créée par la défense et la promotion de soi qui n'a jamais existé, sauf en tant que modèle de pensée conditionnée. Et sache aussi que même après reconnaissance du non-soi initial, il y a un approfondissement continu possible tout au long de la vie. Il ne s'agit pas de « Oh, je vois, il n'y a pas de moi, maintenant je suis éclairé et il n'y a plus de travail ». C'est le déploiement sans fin des implications de cette reconnaissance, alors qu'elle pénètre toujours plus profondément dans tous les aspects de la vie et du comportement. Chaque couche de conditionnement subtil qui apparaît à travers, chaque modèle résiduel d'identification qui est dissous, chaque moment où l'on choisit la conscience du non-soi plutôt que l'identification automatique, approfondit la réalisation et rend la stabilité de cette reconnaissance de plus en plus inébranlable. Ne le voyez donc pas comme un objectif unique à atteindre puis oublier, mais comme une orientation fondamentale qui éclaire chaque instant de la pratique et de la vie, en revenant toujours à la question « Où est le moi que j'assume ?» et ne trouvant toujours rien de substantiel, juste une pure conscience dans laquelle tout surgit temporairement. Et enfin, ne gardez pas cette connaissance comme un trésor secret si elle vous a apporté la libération. Lorsque la reconnaissance est fermement établie et qu'il existe un véritable appel au partage, trouvez des moyens habiles d'orienter les autres vers la même enquête, en respectant toujours où se trouve chaque personne sur le chemin et sans jamais forcer la vérité qu'un esprit non préparé ne peut recevoir sans distorsion. Mais à travers leur façon de vivre, avec moins d'attitude défensive, moins d'importance personnelle, moins de souffrance face à des choses que la plupart trouvent dévastatrices, ils peuvent être un témoignage vivant qu'il existe une voie au-delà de la prison de l'identification à un moi séparé. Et lorsqu'ils demandent la source de la paix et de la liberté qu'ils observent, ils peuvent alors partager des indications vers la reconnaissance qui a transformé leur vie. Que cette vérité libère tous ceux qui sont prêts à la recevoir et qu'elle sème des questions chez ceux qui ne sont pas encore prêts, mais dont l'heure finira par venir.